Bonjour à toutes et à tous. Donc voici la correction pour l'AT Santé 9 qui est toujours dans ce contexte. Marc a-t-il le corona? Et on va essayer de savoir un peu plus de choses sur ce virus qui perturbe nos vies comme ça. Donc c'est le SRAS-CoV-2, un de ses petits noms. Donc ce qu'on avait vu dans les AT précédentes, c'est qu'il n'y avait pas trop de problèmes au niveau de la formule leucocytaire dans la T6, bien qu'il y ait eu une légère leucopénie, donc un petit manque de leucocytes. Dans la T7, beaucoup se sont trompés sur la gamme et avaient mis 3 mg ou 3 grammes, ce qui était encore plus une erreur, mais c'était 5 mg pour le point de gamme le plus haut. Donc ça nous donnait une légère hyperprotéinémie. On était à 80 grammes par litre de protéines et, dans le sang, et une hyperglycémie que tout le monde, ceux qui ont fait les calculs, ont vu. Et ensuite, on a pu voir dans la T santé 8 qu'il y avait une augmentation de la fraction des gamma-globulines plasmatiques. Et ça révèle qu'il y a une surproduction. Alors dans cette fraction de gamma-globulines, on va retrouver notamment les anticorps, les immunoglobulines. Donc on a une surproduction d'anticorps, ce qui témoigne d'une infection. Le corps est en train de réagir. Alors, ces résultats ne sont pas trop conventionnels, ils sont un peu inventés aussi, et ils font part d'une infection, mais qui n'est pas vraiment une infection bactérienne. On pencherait plutôt pour une infection virale, et vu le contexte, on peut se demander s'il a le coronavirus, euh, ce virus, donc SRAS-CoV-2, qui est responsable de la maladie Covid-19. C'est Coronavirus Induced Disease de 2019. Et donc dans cet AT, ce que je voulais vous montrer, ben, c'était savoir quelle était son origine, ça par des techniques de bioinformatique, et de voir si ben, on avait le même coronavirus dans la planète entière. Et donc c'est ces questions que nous allons renseigner à présent. Alors,
comment on classifie les virus en général et plus particulièrement les coronavirus. Donc il y a plusieurs types de classification. Alors il y en a une première qui les classe selon le type d'hôte qu'ils infectent. Alors les zoovirus vont infecter des cellules animales, zoo ça veut dire animal, les phytovirus les cellules végétales, phyto ça veut dire végétal, les fongivirus et même, on l'a déjà vu en TP, des bactériophages, des virus qui vont infecter des bactéries. Et enfin, donc on va avoir une autre classification qui s'appuie sur la forme géométrique de la capside. Donc la capside, je vous rappelle, elle est formée de capsomères qui vont créer une coque autour de l'acide nucléique de l'ADN ou de l'ARN, donc du virus. Alors cette forme géométrique peut être une hélice ou un icosaèdre comme une structure en 3 dimensions géométriques. On va aussi avoir dans cette classification des informations avec la structure du virus, par exemple la présence ou non d'une enveloppe lipidique. Et enfin, donc il existe un troisième système de classification qui est plus utilisé et qui va distinguer les virus selon le type d'acide nucléique qu'elles ont, donc soit ARN, soit ADN, et comment ils l'emploient pour produire des particules virales. Donc on va voir un peu plus en détail ce système et à quelle catégorie, quel groupe appartiennent les coronavirus. Alors, on va voir pour la première question. Donc, à l'aide du site internet, déterminer quels sont les caractères. On voit que dans cette classification d'ICTV, on va regrouper les virus selon plusieurs critères. Des critères à la fois fonctionnels et des critères à la fois descriptif. Donc on va avoir surtout par rapport à le type d'acide nucléique, le nombre de brins, la structure physique et la polarité du brin, la symétrie de la capside et la présence ou non d'une enveloppe. Donc à partir de ça on peut essayer de les classer. Ils sont répartis donc en ordre, famille, sous-famille, genre et espèce, comme pour les autres êtres vivants, alors qu'eux, ils ont quand même un fonctionnement particulier. Parfois, on les nomme aussi en fonction de la maladie qu'ils donnent. La SRAS, c'est pour syndrome respiratoire sévère aigu, donc c'est comme ça aussi qu'on le nomme. Et l'endroit où ça a été découvert, Ebola, c'était dans un petit endroit qui s'appelait Ebola. Et donc on va retrouver pour les bactériophages plutôt des noms de code comme T4. Et enfin, on peut avoir aussi l'histoire des zoonoses, ou des phytovirus et zoovirus. Donc là, si on regarde ici, ce sont des nidovirales, notre virus. Alors, selon la classification de David Baltimore, donc on va être plutôt sur 7 groupes distincts, et là on va s'attacher vraiment qu'à une chose, c'est l'acide nucléique qui porte l'information génétique. Donc on va avoir 2 grands types de virus, les génomes à ADN, et on verra les génomes à ARN comme le coronavirus. Alors cet ADN, ça va dépendre de la forme qu'il prend. Dans le groupe E1, c'est un ADN bicaténaire, donc ça veut dire avec 2 brins, comme dans nos cellules. Il peut être circulaire ou linéaire. On va avoir le groupe E2 avec des ADN monocaténaires, simple brin. On n'a pas la double hélice comme on la connaît, mais c'est bien de l'ADN. Et enfin, le groupe 7, c'est de l'ADN partiellement double brin. Donc on a des parties en double brin, séparées par des endroits où il n'y a que de l'ADN simple brin. On arrive ensuite au virus ARN. Donc on a 4 grands types de virus. Les virus ARN, par exemple, on va retrouver le virus de la grippe ou le virus du sida.
Donc on peut avoir un ARN bicaténaire comme comme l'ADN. L'ARN peut former une double hélice. Donc certains ARN, ceux du groupe 3, ont des ARN bicaténaires. Ceux du groupe 4 sont monocaténaires à polarité positive. Et donc ça nous rappelle un peu notre coronavirus, les coronaviridae. On a aussi ceux à polarité négative, donc eux, il faudra qu'ils soient en premier répliqués pour après fabriquer des protéines, alors que les ARN du groupe 4 à polarité positive peuvent directement servir à fabriquer des protéines, et en deuxième lieu, il faudra le dupliquer. Et enfin, on retrouve à la fin le groupe 6, les rétrovirus ARN simple brun, qui sont encore différents. Donc nous, le groupe qui nous intéresse finalement, c'est le groupe 4. Le coronavirus a bien un ARN monocaténaire à polarité positive. Donc qu'est-ce qu'un coronavirus? C'est la famille des coronaviridae, qui font partie de l'ordre des nidovirales qu'on a dans le système ICTV. C'est des virus de vraiment très grande taille, on est presque de la taille de certaines bactéries. On est jusqu'à 160 nanomètres. Ils sont enveloppés, donc ils ont une membrane, une bicouche lipidique autour de la capside et une capside à symétrie hélicoïdale. Donc quand on les voit, ils ressemblent à des sphères avec des protéines qu'on va voir ensuite, des spicules qui sont en forme de couronne. Donc un point important, c'est que ces coronavirus ont la même organisation du génome. Donc ils ont un ARN monocaténaire, linéaire, non segmenté, de polarité positive et qui est de très grande taille. Ça va jusqu'à 31,5 kb, bon en moyenne 30 kilobases, donc 30 000 bases. Donc ils sont toujours réalisés comme ça, et cet ARN est dit positif puisqu'il va pouvoir coder directement, comme un ARN messager, il va pouvoir coder des protéines. Et on a différents types de protéines qui sont codées. Certaines qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas bien ce qu'elles font, on les appelle par des chiffres, et d'autres on sait très bien à quoi elles servent, on va le voir dans la partie suivante. Donc on a toujours un ordre précis, la polymérase qui est codée, celle qui va recopier l'ARN, la protéine de surface, alors HE, il y en a dans le coronavirus, mais elle n'est pas dans tous les coronavirus. Les protéines de spicle, donc c'est les protéines qui sont exposées, qui donnent cet aspect de couronne, les protéines E de l'enveloppe, M de la membrane et N de la nucléocapside, de la capside. Alors, ces génomes codent donc des protéines, et ces protéines, elles sont classées en deux groupes, les protéines de structure et les protéines fonctionnelles. Alors on va avoir 6 principales protéines de structure qui sont vraiment à l'origine de la forme du virus. On va retrouver les protéines de la nucléocapside, les protéines N, qui vont entourer l'ARN et former donc une coque autour de cet ARN pour le protéger lors de l'assemblage du virion. Ensuite, on va avoir, lié à ces protéines N, on va avoir des protéines M comme membrane et qui vont permettre d'accrocher un morceau de membrane de la cellule qui va constituer ensuite l'enveloppe. Ensuite, on va retrouver les protéines d'enveloppe E qui sont plus petites et interagissent avec les protéines M, donc on est vraiment sur un assemblage structural. Et enfin, on va retrouver les protéines de spicule S qui sont des glycoprotéines membranaires. Elles sont constituées de 2 sous-unités, mais c'est elles qui entourent et qui vont permettre l'interaction, notamment avec la prochaine cellule hôte. C'est ces spicules qui sont responsables de l'attachement du virus à la cellule cible
et à la fusion membranaire pour que le virion pénètre à l'intérieur de la cellule. Et c'est quand ces spicules mutent qu'elles vont pouvoir passer à un autre différent, un autre type de récepteur différent. Et enfin, on va avoir, comme dans notre cas, une hémagglutinine estérase. Elle va permettre donc un rôle dans l'entrée du virus dans la cellule cible, et c'est elle qu'on va pouvoir aussi qui va être assez immunogène et qu'on va pouvoir retrouver par des anticorps. Le corps va fabriquer des anticorps contre cette hémagglutinine estérase. Donc le génome exprime aussi des protéines non structurales. Ces protéines, elles sont vraiment nécessaires, celles-ci, à la réplication du génome viral. Elles vont aussi aider à assembler le virion, donc le génome, la capside, l'enveloppe. Et bien sûr, elles vont aider à sortir de la cellule infectée. Donc la protéine majeure vraiment dans ces protéines non structurales, c'est l'ARN polymérase, ARN dépendante, RDRP. Qui est vraiment la principale protéine non structurale des coronavirus. Elle est même très grosse, et c'est vraiment celle qui va permettre la réplication du virus et permet la synthèse d'ARN subgénomique. Alors, petite explication, l'ARN messager, enfin l'ARN du virus, va être recopié en ARN. Alors ce premier ARN était dans le sens positif, il code directement pour les protéines. Et là, l'ARN polymérase va permettre de fabriquer un ARN complémentaire de sens négatif. Et ensuite, cet ARN de sens négatif, donc l'ARN subgénomique, va permettre de refabriquer plein d'ARN dans le sens positif, et toujours grâce à cette enzyme. Ensuite, on a une hélicase qui va intervenir dans l'action sur les ARN. Elle est moins importante pour nous. Et on va en retrouver quelques autres qui sont impliqués justement dans tout ce qui est protéase, qui vont permettre au virus de se former et de pouvoir quitter la cellule. Alors, là, dans cette activité, je voulais vous montrer comment on pouvait aller chercher finalement des séquences aussi importantes que celles du virus du Covid-19, du SARS-CoV-2. Donc en fait, c'est aussi simple que ça. Il suffit d'aller sur le site PubMed NCBI. Donc c'est vraiment un site majeur de bioinformatique, où on va pouvoir retrouver donc plein d'informations, et notamment les séquences publiées de tous les organismes. C'est un peu de la science-fiction pour moi qui suis vieux. Dedans, il faut sélectionner, quand vous êtes au niveau de la page d'accueil, il faut sélectionner nucléotides dans le menu déroulant et taper Covid-19 dans la barre de recherche. Une fois que vous l'avez tapé, que vous avez tapé votre requête, vous arrivez sur la page du Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Reference Genome. Donc là, on a le nom du virus, donc vous avez l'explication pour la question 3. Et ce qu'on voit à ce niveau-là, c'est un peu la représentation des protéines qui sont exprimées, on en parlait tout à l'heure, les protéines qui sont exprimées par ce génome. Alors, on a l'orientation du génome de 5' en 3', l'ADN est orienté, l'ARN est orienté aussi. Et on voit qu'il peut y avoir sur différentes séquences codantes. Alors, on a les séquences codantes pour les protéines dont on a parlé, de la nucléocapside, de l'enveloppe,
des spicules, la protéine M aussi. On a une grande polyprotéine, c'est celle qui va coder pour l'ARN polymérase. Et on a aussi des ORF, alors ça veut dire Open Reading Frame. Ce sont des cadres ouverts de lecture. Je vous rappelle que pour pouvoir créer une protéine, il faut qu'un ARN possède un site d'initiation, AUG, et un site, un codon stop, qui va finir par arrêter la traduction. Et là, on voit que on a des parties qui peuvent être exprimées, mais on ne connaît pas encore leur fonction et on les appelle comme ça. Alors, on va cliquer sur le lien pour avoir plus d'infos sur la séquence. Donc voilà, on tombe sur cette page où on a en fait une explication de qui a publié la séquence et comment ils l'ont retrouvée. Donc on peut aller un peu plus loin. Ici par exemple, cliquez sur FASTA. FASTA, c'est un format pour pouvoir manipuler les séquences dans différents outils de bioinformatique. Donc on va cliquer FASTA et on obtient donc la séquence. Donc le format FASTA, c'est on a le petit signe supérieur et après le nom de la séquence qui est analysée. Et ensuite on retrouve, vous les retrouvez ATA, GG, on retrouve la séquence de nucléotides. Elle est toujours de 5' en 3' et on a toujours qu'un brin, le brin sens qui est montré. Donc ensuite sur ça, c'est bien joli. Maintenant on veut savoir finalement la question posée, c'est est-ce que à quoi ça ressemble finalement ce coronavirus par rapport aux autres séquences connues, aux autres virus par exemple déjà publiés. Donc on va appuyer sur Run Blast. Alors on a cette fenêtre là, comme on a pris directement le lien, il a mis le numéro d'accession, c'était juste dans le format FASTA. Il sait de quelle séquence ça correspond, mais on peut aussi copier-coller des séquences qu'on a trouvées ailleurs. On va comparer donc cette séquence aux banques de données, databases, contenant les différents nucléotides. Donc c'est une très grande database. Et puis on va tout simplement appuyer sur Blast. Là, les séquences sont envoyées aux États-Unis, il y a des ordinateurs qui moulinent, et là, ils vont nous donner bientôt une réponse. Et voici la réponse. Donc on a cette fenêtre, et ce qu'on peut voir, dans le tableau du bas, finalement, ce sont les séquences qui ressemblent beaucoup à notre, même très beaucoup, à notre séquence de virus. Donc si vous regardez bien, vous avez Carry Cover, ça veut dire le recouvrement, c'est l'identité qu'il y a sur toute la séquence. On retrouve la même longueur de séquence et avec un super recouvrement. Per identité, c'est percentage of identity, il y a 100% d'identité. Donc là, ce qu'on voit, on retrouve notre virus, mais qui a été appelé aussi Wuhan Seafood Market Pneumonia Virus Isolate. Donc ça, c'était au tout début, avant qu'on lui donne même le nom de SARS-CoV-2. Et ensuite, vous pouvez voir, on a plein d'autres coronavirus, mais avec des petites variations trouvées à différents endroits. Et on voit que finalement, il y a déjà des différences. Certains sont pas tout à fait pareils. Ils ont 99% de similitude, mais que 99%. Alors, si on clique dans les onglets du bas, on clique sur taxonomie, et ce qu'on va pouvoir voir, c'est comment est classée cette séquence et à quoi elle ressemble le plus, et notamment à quelles espèces elle ressemble le plus. Les espèces de cellules hôtes, notamment pour les virus. Et là, on voit que ça correspond à des coronaviridae, bêta-coronavirus, patati patata, et on arrive à Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 avec 55 séquences qui se rapportent à ça dans ce qu'on a trouvé. Et on voit que pas si loin, on a écrit BAT coronavirus, BAT Straslai coronavirus.
Ben, en fait, ce que ça nous dit là, bat, comme Batman, ben, c'est la chauve-souris. C'est un coronavirus trouvé chez la chauve-souris qui est assez proche finalement du nôtre. On va aller un peu plus loin pour voir à quoi ressemble comme un arbre de vie ces différentes séquences. Est-ce qu'elles sont apparentées ou pas? Donc voilà ce qu'on obtient quand on a cliqué sur le bouton Other Results. Donc ici on voit un arbre, c'est toutes les séquences qui ont été très proches retrouvées par BLAST par rapport à notre séquence du coronavirus. Et là en fait ce qu'on voit c'est un arbre qui va classer selon des similitudes comme un arbre généalogique. Et ce qu'on peut voir, ben, finalement là, tout en bas là, ce gros truc là, c'est notre query. Query ça veut dire notre demande, et on voit elle est en jaune, elle est vraiment très proche de 54 autres séquences, et on voit que pas si loin de ces séquences, donc ça doit être les différents échantillons des malades, et bien on a différentes classes de virus plus ou moins éloignées, et on voit que le plus proche finalement retrouvé c'est Bat/Straslai coronavirus. On en a deux là qui sont pas très éloignés, donc il semblerait bien que ça vienne d'une chauve-souris. En tout cas, il y a une origine proche de ce coronavirus avec un de chauve-souris. Et on peut voir, par exemple, là en vert, recombinant coronavirus, ben, c'est que celui-là, c'est un des rares coronavirus faits in vitro et qui est vraiment très éloigné. Donc l'hypothèse d'un virus qui serait échappé d'un labo, qui aurait été modifié, n'est pas vraiment validée ici parce qu'il est assez éloigné, vous voyez, de ce virus. Alors maintenant, si on règle différemment le max sequence difference, on va se rapprocher et voir la généalogie de ces virus. Donc c'est ce qu'on voit ici, et là on voit ben, finalement tous les virus, ils ont le même nom, sauf derrière le nom de l'isolat, ou un code W, T, V. Et là ça correspond finalement à tous les virus des patients qui ont été séquencés ben, depuis le début de la crise que nous connaissons. Donc là, on est bien d'accord, ben, on a beaucoup de coronavirus différents, mais très proches. Et ça nous apprend que finalement, ce virus mute entre plusieurs hôtes. Comme on vient de voir, ce virus mute, donc il vient apparemment d'une chauve-souris, mais même ça serait passé par un pangolin, hein, un deuxième réservoir. Et finalement, comment on a une diversité des hôtes, et chez les êtres humains, apparemment, il mute aussi, il évolue. Donc on verra quelles seront les prochaines mutations. Hein. Il y a un site qui suit les épidémies, grâce à ces données de bioinformatique, et qui arrive à retracer la généalogie des patients. Ils peuvent retracer qui était le patient 0 et si les souches du coronavirus aux États-Unis sont les mêmes que celles qui sont ici, quoi. Donc voici la page de ce site, Next Strain, prochaine souche, ça veut dire, c'est glaçant. Donc là, eux, ils l'appellent Novel Coronavirus, donc 2019 nCoV, un nom qui a été enlevé maintenant. Donc on va aller voir Latest Data and Analysis. Et on tombe donc sur cette page. Donc à gauche, on a un arbre représentant la phylogénie. Donc c'est comme un arbre de généalogie, un arbre phylogénique. Et on va voir selon les couleurs, ici c'est sur division administrative, en gros c'est la partie du monde. Donc là on voit en rouge et à côté on a la carte. Tout ça en rouge, vous voyez, c'est les souches qu'on retrouve aux États-Unis. Nous on est plutôt vers les souches en bleu, turquoise et vert, vous voyez. Et les souches bleues en Asie qui sont... Alors là, dans cet arbre, on a aussi une notion de temps. En abscisse, on voit que c'est à différents temps que ça a été pris.
et on a les nouvelles données assez récentes. Et donc voilà, on peut savoir d'où viennent chaque souche. Et à côté, c'est une animation. Si on appuie sur Play, on peut voir du début de Wuhan comment se sont déplacés ces virus et comment ils ont été différenciés. Alors ensuite, en bas, ce que vous voyez, c'est une table de diversité. Si vous regardez en abscisse, on voit que ça va de 0 à plus de 28 000. En fait, ça représente le génome du coronavirus. Et les barres là qui montent, c'est le taux de mutation qu'on va retrouver à différents endroits de ce virus. Il y a des zones qui ne mutent pas et des zones qui sont plus variables et qu'on va avoir différentes entre les souches. Donc si on regarde mieux, c'est ce graphique, on a en bas donc la longueur qui est représentée, la longueur du génome du coronavirus. On a au-dessus en couleur les différentes protéines qui sont potentiellement exprimées par cet ARN. Donc on retrouve ORF1, S, M, on voit après elles sont beaucoup plus petites, on les voit pas sans zoomer. Et ensuite donc on va utiliser les curseurs sur les côtés de part et d'autre de la barre et on va réduire et se balader pour voir en zoom les zones qui sont plus ou moins mutées. Et là par exemple sur cette zone entre 1800 et 2200, on a très peu de mutations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus ne mute pas à cet endroit-là. Donc ça veut dire que si on fait un test de détection de la séquence du coronavirus, on va pouvoir trouver tous les types de toutes les souches et on va pas passer à côté d'une souche qui aurait muté. Donc il faut mieux prendre une zone qui ne mute pas et c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Donc moi je propose entre 1700 et 2200, il y a très peu de mutations, on aura peu de risque de passer à côté du dépistage. Donc voilà, c'était pour répondre à la question 6, à quoi correspond ce graphique. Pour la question 5, finalement, oui, il existe plusieurs souches de SRAS-CoV-2. Elles semblent bien apparentées, elles sont très proches au niveau des séquences. Et l'hypothèse explicative, c'est que ce virus mute quand il va passer à différents endroits. C'est le hasard, la sélection naturelle. Et à un moment, il va être pris par un autre hôte et il va continuer à muter. Donc on va pouvoir retracer son passage de personne en personne, mais aussi on va pouvoir voir que il mute, et c'est ça l'explication, pardon, l'hypothèse explicative. Donc question 7 on l'a fait, question 8, donc on va voir ce document 4 rapidement, et ça a été bien répondu. Donc les tests diagnostiques, donc vraiment deux grands types de tests, et qui sont à notre programme. Alors des tests sérologiques, donc sérologique ça veut dire que c'est basé sur les anticorps, et on va essayer de retrouver les anticorps anti-coronavirus par une méthode qu'on aurait dû faire en TP, qui est l'ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay, et donc on regardera cette technique plus tard. Et là ce qu'on voit, c'est que pour pouvoir détecter des anticorps anti-coronavirus, il faut déjà produire ces anticorps, et il faut bien attendre une bonne quinzaine de jours pour que ces anticorps soient produits. Donc si on voit un essai négatif, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas infectée par le virus. Donc on a aussi des tests moléculaires, et là c'est des tests de RT-PCR spécifiques pour l'ARN du nouveau coronavirus. Donc c'est ce qui va nous prendre les prochaines AT, c'est voir quelles sont les étapes pour arriver à cette détection de l'ARN. Donc ça on peut arriver à le voir
sur des écouvillons nasaux. Ils arrivent aussi à le voir dans le sang et dans les crachats. C'est pas tout le temps positif, mais on peut arriver à le voir. Et ce qu'on voit, c'est qu'on détecte l'infection quand le virus est produit. Donc on n'a pas la phase d'incubation réellement, mais on peut arriver à détecter quand même le virus beaucoup plus tôt que si on attend la production d'anticorps. Donc c'est cette technique-là qu'on privilégiera. Et le problème, vous connaissez, c'est qu'on va devoir tout faire nous-mêmes parce qu'il y a une rupture de stock.